Merci, mes chers collègues, de votre mansuétude après autant de talent. J'imagine que la tâche est difficile. Je vais quand même tenter. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, est-il besoin de rappeler, en cette période troublée, que les défis sont immenses? Beaucoup a déjà été dit. En fait, dans ce pays, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, mais bien peu acceptent les efforts pour le faire. L'Himalaya de votre prédécesseur reste d'actualité, mais nous souhaitons qu'avec votre expérience et votre sens du dialogue, nous pourrons affronter le moment. Nous traversons une crise institutionnelle sans précédent qui paralyse notre pays depuis de longs mois et alimente un immobilisme mortifère, facteur de récession et de déclin. Oui, la situation est grave. La réalité économique nourrit légitimement les inquiétudes. Le déficit public à plus de 5% et la dette qui devient le premier poste de dépense de l'État devant l'éducation nationale. Nos entreprises gèlent leurs investissements. Nos partenaires européens s'inquiètent. Nos concitoyens perdent confiance dans les institutions. Il faut sortir de cette spirale destructrice. Vous abordez cette période tumultueuse avec modestie et humilité. Les Français vous en sont gré. Mais aussi avec fermeté et détermination, il faudra tenir, Monsieur le Premier ministre. L'immobilisme n'est plus une option. La France a besoin de confiance et de stabilité. Elle ne se relèvera pas dans le vacarme, mais dans la lucidité, le courage et la responsabilité. Notre ambition est claire, de donner un budget à la France avant la fin de l'année. C'est l'objet essentiel. Un budget qui stoppe l'accroissement de la dette et qui trace un chemin vers l'avenir. Un budget qui entend le besoin de justice sociale et fiscale, mais n'ignore en rien les efforts nécessaires pour notre crédibilité financière. Un budget pour que les entreprises puissent continuer à investir et embaucher. Un budget qui permettra à la France de conserver sa crédibilité à l'international. À ce titre, le groupe RDPI, d'ailleurs, prendra pleinement sa part dans le débat, notamment à travers les amendements. Ce budget, c'est l'urgence absolue, notre responsabilité première, notre devoir impératif face aux Français qui attendent de nous non pas des postures, mais des actes. Le reste, les grands débats idéologiques, les positionnements stratégiques, les ambitions personnelles des uns et des autres n'ont rien à faire dans cet hémicycle. Cette question sera tranchée par les Français lors de la prochaine campagne présidentielle qui aura lieu en 2017, mais pas avant. N'en déplaise à M. Mélenchon et sa horde de révolutionnaires de pacotille fauteurs de troubles, et à Mme Le Pen et son armée de poutinistes obnubilés par leurs ambitions personnelles et leurs promesses intenables, ces deux extrêmes soudés par la haine n'ont comme horizon indépassable que le désordre et le chaos. L'irresponsabilité des extrêmes, leur refus du dialogue, leur goût pour l'obstruction, tout cela mine la démocratie. Enfermés dans leur logique d'appareil, les extrêmes, minéralisés dans leur posture hostile, proposent aux Français une réponse politique binaire, avec pour bouc émissaire les responsables de tous leurs maux, les riches pour l'extrême gauche, l'immigration pour l'extrême droite. Alors qu'ils cherchent le tumulte, nous œuvrons pour la stabilité. Contrairement aux candidats d'ores et déjà autoproclamés, notre horizon ne s'arrête pas ni aux 6 mois qui nous séparent des municipales, ni aux 18 mois qui nous séparent de la présidentielle. Notre horizon, c'est la France d'aujourd'hui et de demain, celle qui se réinvente, celle qui se réforme, celle qui prépare l'avenir. Il ne suffit pas de se payer de mots, il faut des actes. Chers collègues, la République mérite mieux que la caricature et le chantage permanent à la censure. Pendant des années, une partie de l'opposition a dénoncé l'usage du 49.3 comme un déni de démocratie. Elle a appelé de ses vœux un Parlement fort, souverain, pleinement législateur. Votre décision de renoncer à l'article 49.3 marque un tournant majeur dans l'équilibre de nos institutions. Il se mérite d'être salué, surtout par les oppositions. En y renonçant, vous placez le Parlement face à ses responsabilités. Cette décision n'est pas anodine. Elle représente un acte de confiance inédit envers la représentation nationale. Tâchons d'en être dignes. On ne peut pas réclamer plus de démocratie parlementaire et dans le même temps en refuser l'exercice. Mes chers collègues, la France est debout parce que des responsables de droite comme de gauche ont choisi le réel contre les illusions, l'avenir contre le repli, la responsabilité contre la démagogie. C'est le chemin du gouvernement et c'est la seule voie pour que notre pays reste debout face au vent contraire. Dans le désordre parlementaire, et je suis heureux de le constater une fois de plus, le Sénat demeure un véritable pôle de stabilité. Notre expérience, notre ancrage territorial nous donne un devoir d'agir. Agir avec pour seule boussole l'intérêt général qui doit revenir notre guide à tous, députés comme sénateurs, majorité comme opposition. Si chacun de nous adoptait cette posture,
nous sortirions rapidement de l'ornière dans laquelle nous sommes enlisés. Agir pour mettre en œuvre les réformes que vous avez présentées, Monsieur le Premier ministre, pour le pouvoir d'achat, pour la justice fiscale, pour faire en sorte que la décentralisation soit plus efficace et moins coûteuse. Hier, vous avez annoncé la suspension de la réforme des retraites. Nous en prenons acte. L'urgence étant de sortir de la crise politique pour apporter de l'apaisement et de la stabilité dont le pays a besoin. Mais nos convictions n'ont pas changé. Nous attendons la discussion parlementaire et souhaitons que le débat permette de faire émerger des mesures de compensation budgétaire réalistes et adaptées. J'attends de ceux qui ont obtenu gain de cause hier à l'Assemblée qu'ils ne s'opposent pas à des mesures nécessaires à l'équilibre budgétaire demain. Les conclusions de la conférence pour les retraites et le travail que vous souhaitez convoquer permettront de nourrir un débat qui aura lieu en 2027. Parce qu'il faudra bien, quoi qu'on en dise, assurer demain l'équilibre des régimes des retraites, et ça passera par les pistes que vous avez évoquées. Bien sûr, certains peuvent regretter être amers compte tenu des travaux que nous avons menés sur les retraites, mais néanmoins, aujourd'hui, il nous faut le principe de réalité et essayer de calmer et d'avancer. Nous devons bâtir des solutions qui permettent à chacun de garder la tête haute. Les négociations ne peuvent pas prospérer sur l'humiliation des uns et le triomphalisme des autres. C'est dans le respect mutuel que naissent les accords solides. Trouver des compromis ne signifie pas se compromettre. Le Sénat, rompu à cet exercice, est plus que jamais appelé à jouer ce rôle éminent. Ce regard sénatorial s'impose aussi pour aborder avec exigence le défi des Outre-mer. Vous les avez cités, je vous en remercie, où l'attente de nos compatriotes se fait criante face aux crises successives et naît aujourd'hui une véritable inquiétude. Monsieur le Premier ministre, je connais votre attachement et votre engagement pour ces territoires, mais je vous le dis comme président du premier groupe ultramarin au Sénat, les Outre-mer ne peuvent pas devenir la variable d'ajustement budgétaire. Les réponses à leur apporter ne doivent pas être guidées par une logique populiste. Les ultramarins n'ont pas besoin de problèmes illusoires. Ils ont besoin d'eau, de regains économiques, d'une coopération régionale décentralisée et d'autres produits encore. De même, il est crucial de proscrire tout traitement uniforme, en particulier dans le cadre budgétaire, pour répondre aux besoins spécifiques de ces territoires. Sans cela, c'est le pacte de confiance entre les Outre-mer et la République qui pourrait en être durablement fragilisé. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, entre le chaos des motions de censure à répétition et l'immobilisme budgétaire, il existe une troisième voie, celle du compromis républicain et de la responsabilité collective. C'est cette voie que le groupe RDPI empruntera pour redonner à la France la stabilité qu'elle mérite et l'efficacité que ses concitoyens sont en droit d'attendre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.